Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité. Vous avez été très nombreux à réagir à notre précédente émission sur les droits de l'enfant, la protection de l'enfance dans les familles divorcées. Au Maroc, en cas de divorce, la garde des enfants est une véritable épreuve, bien plus qu'ailleurs. Pire encore, pour les femmes, si la loi leur accorde la garde, elles n'ont pas la tutelle. Le même texte enlève à celle-ci ce droit si elle décide de refaire sa vie en se mariant de nouveau. Elle est en quelque sorte condamnée à vivre seule avec ses enfants. Depuis quelques années, de nombreuses associations montent au créneau, dont l'association Wiledi qui demande l'abrogation de l'article 174 et 175 de la Moudawana. Qu'en est-il pour les hommes ? Eh bien, certains, eux aussi, sont dans des situations dramatiques, bataille pour avoir cette garde quand l'enfant n'est pas en sécurité chez la mère, maltraité, et là aussi, la situation peut tourner au cauchemar. Aujourd'hui, une femme et un homme vont témoigner, nous raconter leur histoire et leur combat. Khadija Hamrani, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice et la présidente de l'association Wiledi. Effectivement. Et Sedek Ralfi, vous êtes enseignant. Oui, bonjour. Voilà, et vous allez également nous raconter votre histoire. Je vais commencer avec vous, Khadija. Vous êtes avocate au bureau de Casablanca. L'association Wiledi, on va rentrer dans les détails dans quelques instants, mais j'aimerais que vous nous racontiez tout d'abord votre histoire. Parce que la semaine dernière, je rappelle aux auditeurs, c'était une avocate que nous recevions et c'était important aujourd'hui d'avoir des exemples, des témoignages concrets. Quelle est votre histoire ? Alors, mon histoire démarre en fait en 2015, donc un procès dans lequel, bien sûr, je me retrouve à perdre la garde de mes enfants. Donc je me suis remariée en 2014, 2015 le procès démarre, je perds la garde en 2016 en première instance et je perds la garde en appel en 2017. 2018, j'exécute cet arrêt de la cour d'appel parce que effectivement la légitimité elle est dans le texte, effectivement dans le texte, dans l'article 173, 174 et 175 de la Moudawana qui prévoit qu'est déchue de la garde la femme qui se remarie. Donc, j'exécute cet arrêt définitif et je me mets à faire des recherches. Donc, on vous sépare de vos enfants le jour où vous décidez de vous remarier. Question un peu indiscrète, vous y répondez ou pas. Ils ont quel âge, vos enfants ? Alors, le procès a démarré quand mes enfants avaient 7 et 8 ans. Très bien. Je les ai confiés à leur père, c'est-à-dire la transmission de la garde s'est faite à l'âge de 10 et 11 ans. D'accord. J'ai fait durer le procès pendant 3 ans. Excusez-moi. Au moment où vous vous remariez, vous savez que vous pouvez perdre la garde de vos enfants. Oui, je le sais. Vous en êtes consciente. Je suis consciente. Vous dites que vous je battrez... me dis, je prends le risque et puis surtout, je tente d'appliquer le côté intérêt des enfants. C'est-à-dire, je me battrai dans un procès où je vais mettre en évidence l'intérêt des enfants. Et peut-être que la juridiction compétente ira et ça formera une jurisprudence pour d'autres dossiers. C'est-à-dire que je suis partie vraiment avec un espoir immense de garde partagée. Et il y a eu tentative de négociation à l'amiable avec votre ex-mari en lui disant, voilà, pour le bien des enfants, il vaut mieux que j'ai la garde. Vous avez essayé... Ça s'est fait dans le cadre du procès. Donc, seulement oui, effectivement. Pas en amont. Pas possible en amont. Voilà. Mais dans le cadre du procès, ça s'est fait sous forme d'une enquête qui a été organisée par le tribunal et dans laquelle j'ai plaider, on va dire ça comme ça, parce que c'est le cas de le dire, l'intérêt pour les enfants d'opter pour une garde partagée. Ou même d'avoir quand même un droit de visite assez large, parce que je n'allais pas passer d'une garde totale, exclusive, à un dimanche où je vois les enfants une fois par semaine pendant 7 heures. Donc effectivement, ça a été un espoir immense.
vraiment. Mais sans aucune écoute, sans aucune écoute en face, parce que la juridiction compétente a appliqué littéralement le texte de loi, qui, voilà, de façon assez robotique, on peut le dire comme ça. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous n'avez plus la garde de vos enfants, vous avez un droit de visite, comment ça se passe ? Alors, ce qui est dramatique, c'est qu'au départ, je n'ai même pas eu le droit de visite. C'est-à-dire que la juridiction, donc le juge compétent, avait décidé de m'enlever la garde sans se prononcer sur le droit de visite. La Cour d'appel a confirmé cette décision sans se prononcer sur le droit de visite, ayant entendu que l'article 182 de la Moudawana prévoit que la jurisprudence qui a décidé d'enlever la garde doit se prononcer sur le droit de visite, chose que je n'ai pas eue. Donc je fais voilà, je fais un procès, bien sûr, par la suite pour demander le droit de visite que je réussis à avoir, sachant que de l'autre côté, même le droit de visite a été contesté. J'ai eu droit un peu à tout. Donc je finis par avoir le dimanche et la moitié des vacances, ce que je trouve insuffisant. Bien évidemment. Et donc vous ne voyez vos enfants que le dimanche, pointe à la ligne. Comment le vivent vos enfants ? Alors, très dur au départ, très très dur. Très très difficile. Aujourd'hui, on s'est habitué, mais quelle douleur et quelle détresse, vraiment. C'est vraiment une douleur que j'espère que ça s'arrêtera là, avec ma génération. Franchement, c'est quelque chose que je n'aimerais pas que mes enfants vivent. Si leur mariage ne marche pas, je n'aimerais pas qu'ils soient privés de leurs enfants. Aujourd'hui, Vous dites que c'est une double condamnation ? C'est une condamnation dramatique. C'est une condamnation qui ne respecte pas le droit naturel, vous savez, parce que le droit à la maternité ou le droit à la paternité, c'est un droit naturel, au même titre que le droit à la dignité ou le droit à la vie. Donc, quelle condamnation, quelle injustice dans la loi. C'est tragique. Priver une maman, la vie vous donne un enfant et le législateur vous le retire. Mais c'est dramatique. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est quand même... C'est-à-dire qu'aujourd'hui... La vérité, j'ai du mal à imaginer, ne serait-ce que, mais rien qu'avec vos mots, c'est vrai qu'on souhaite à personne de vivre ça. Mais en même temps, tant qu'on ne l'a pas vécu, je pense que personne ne réalise. Réaliser dans les faits la souffrance que c'est. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert la Constitution. Et je me suis dit, je suis une femme de droit et de loi, il n'y a pas de raison que je laisse passer une chose pareille. Et là, je trouve l'article 19, donc la Constitution de 2011, qui est venue pour consacrer des libertés fondamentales. Et je trouve qu'effectivement, l'article 19 est très clair. Il prévoit la parité et l'égalité homme-femme dans toutes les lois. Et ça, aucun juge ne veut l'entendre. C'est normal, le juge n'est pas là pour appliquer la Constitution, il est là pour appliquer la loi. La Constitution, cela imposerait bien entendu le recours à la Cour constitutionnelle. Voilà. Et donc forcément, c'est tout l'objet de notre combat. Donc c'est là que je décide de créer cette association, l'association Wouledi, pour militer et pour revendiquer un changement législatif, donc une abrogation de ces textes. Combien vous êtes dans cette association ? Aujourd'hui, on est plus de 200 membres. Nous avons organisé des événements très importants. Et je pense qu'aujourd'hui, le débat est très grand sur les incidences législatives et judiciaires du divorce. Vous demandez quoi ? Un débat national ? L'ouverture d'un débat national imminent sur ces questions de garde des enfants, de tutorat légal. Enfin, on demande la parité, on n'enlève rien. Simplement. On n'enlève rien à l'homme, rien. On demande la garde partagée, parce qu'il est très difficile de gérer les enfants seuls lorsqu'on est remarié. C'est vrai, d'avoir la garde totale, ce n'est pas du tout ce qu'on revendique. On estime que les enfants... L'enfant a besoin de ses deux parents. On va continuer dans un instant. Khadija, on va écouter également votre histoire, qui n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire que moi, en ce qui me concerne, je l'ai découverte sur les réseaux sociaux, parce que la situation de détresse qui est la vôtre, vous avez fini un petit peu comme Khadija, quoi. Vous aviez envie que tout le monde soit au courant et de dénoncer en tout cas les lois
telles qu'elles sont et telles qu'elles sont appliquées. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire ? Oui. Même si effectivement c'est intrusif parce que ça rentre dans ma vie, mais effectivement je l'étale pour essayer de faire en sorte que les choses changent et qu'on avance vers plus de parité. Donc j'avais une compagne et 15 mois après notre séparation, elle me dit qu'elle a accouché. Donc vous faites le calcul, 9 mois plus 6 mois, j'avais des enfants qui avaient 6 mois. J'ai fait un test ADN, je les ai reconnus. Et en fait, cette demoiselle est atteinte de troubles mentaux. Et s'est enfermée avec les filles pendant 18 mois dans une pièce moisie sur Stah et refusé d'en sortir. Donc les filles pendant 18 mois, les 18 premiers mois de vie, n'ont pas vu la lumière du soleil. Pour moi, c'est de la maltraitance. Elle leur change de prénom toutes les semaines. Que vous dire d'autre ? Beaucoup de choses. Je ne pourrais pas tout raconter, mais... Donc voilà, pour moi, c'est de la maltraitance. Elle refuse les vaccins, etc. Donc j'ai porté plainte en décembre 2019, quand les filles avaient 1 an. Après avoir essayé la conciliation, bien entendu, beaucoup de conciliation, sauf qu'on ne peut pas discuter avec une personne malade. Donc j'ai essayé d'apporter des solutions, bien entendu de l'aide financière, bien entendu donner mon temps, etc., etc. Ça n'a pas été possible. La réponse que j'ai eue pendant 6 mois, c'était pourquoi j'ai perdu ma carte d'identité il y a 5 ans. Donc, dès que je parlais de quelque chose, j'avais la même réponse, pourquoi j'ai perdu ma carte d'identité il y a 5 ans. Donc on était sur une maladie. Donc j'ai porté plainte. Elle a été entendue, par la police judiciaire. Oui. Est-ce que là, un médecin l'a vue ? Non. Aucun médecin ne l'a vue ? Non. C'est ce que j'ai demandé. Aucun médecin n'a diagnostiqué les problèmes mentaux qu'elle pouvait avoir. Non. Pourquoi ? Parce que ça n'existe pas au Maroc. J'ai cherché pendant longtemps une instance qui pouvait avoir ce pouvoir d'investigation, de pouvoir aller voir mes enfants dans quels états ils étaient, s'ils étaient bien traités, en sachant qu'ils sont maltraités. J'ai des preuves de ça. Ça n'existe pas. Il y a une association qui s'appelle la Protection de l'Enfance, qui est au quartier des hôpitaux et qui dépend du ministère de la Santé, pour qui mon cas était loin d'être prioritaire, c'est-à-dire qu'ils m'ont donné rendez-vous 5 fois j'y suis allé et 5 fois on ne m'a pas reçu. Parce qu'il y avait des cas beaucoup plus dramatiques d'enfants martyrisés, brûlés, etc., de petites bonnes. Donc moi, avec mon histoire, ça ne les intéressait pas. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont absolument pas bougé. Quel âge elles ont ? Elles ont 2 ans et 4 mois. Est-ce que vous avez un droit de visite ? Est-ce que vous arrivez à les voir, vos filles ? Non. Du tout. Vous ne les avez jamais vues ? Je les ai eues cet été. En garde, par la famille de leur mère, puisque leur mère les avait complètement délaissées. Elle est passée d'un état où elle ne laissait personne s'approcher à un état où elle ne s'y intéresse plus du tout. Et donc c'est la belle famille qui a récupéré les enfants, sachant que la belle famille, il y a une grande tante qui peut s'en occuper et qui elle-même a des soucis, de gros problèmes de santé, donc pour elle c'est difficile. Donc ils m'ont appelé pendant 10 jours, viens chercher tes filles, on ne sait pas s'en occuper, on ne peut pas s'en occuper, leur mère les a délaissées, viens prendre tes filles. Je suis parti prendre mes filles et le lendemain matin on a porté plainte pour kidnapping. Contre vous, pour kidnapping. Puisqu'effectivement la Moudawana prévoit que le père ou le conjoint, en tout cas que ce soit le père ou la mère qui a un droit de visite, ne peut pas héberger ses propres enfants. Donc voilà, poursuivi pour kidnapping de mes propres enfants. Depuis, je ne les ai plus vus et on m'interdit de les voir. D'accord. Vous avez, j'imagine, pris un avocat, parce qu'on se dit que dans ce genre de situation quand même des plus dramatiques, un avocat peut aller faire un constat avec un huissier, par exemple, et voir dans quel état sont vos enfants et prouver que la mère est incapable de... Non. Personne n'a le droit de rentrer chez eux. Personne n'a le droit de rentrer chez eux. Ni huissier, ni avocat, ni police, personne n'a le droit. Donc les enfants sont en maltraitance totale, mais personne ne peut, je vais aller plus loin, personne ne peut leur venir en secours. Non. Vous êtes avocate ? Oui. C'est une réalité. C'est très dur de prouver, effectivement, la maltraitance. Pourquoi un huissier ne pourrait pas aller avec son avocat ? C'est une violation de domicile. C'est pas... Oui, mais là, des enfants sont en maltraitance. Quelquefois, il y a dénonciation, et on le sait sur cette antenne avec toutes les femmes battues, et c'est un sujet récurrent, où là, on envoie quelqu'un pour constater... Il faut un mandat du procureur. Et comment on obtient un mandat du procureur ? Il faudra déposer une plainte, il l'a fait. Avoir la preuve matérielle
et puis obtenir un mandat de monsieur le procureur. Et là, on se mord la queue, si vous me permettez, excusez l'expression, mais Ouais. il ne peut pas, il a déposé plainte. Vous nous dites qu'il ne peut pas, personne ne peut aller au domicile constater. Constater Des sans, enfants sans sont mandat, en oui, c'est impossible. Il faut une ordonnance Il faut une judiciaire qui ordonnance, n'arrivera c'est ça, jamais, de monsieur le procureur. puisqu'il n'y a pas de preuve. Mais le procureur pourrait le faire. Oui, mais il faudra le sensibiliser à cette question, bien entendu. C'est hallucinant ce que vous êtes en train de dire, Oui. tous les deux, parce que là, on a 2 fillettes Qui sont en train seulement de souffrir. âgées de 2 ans qui sont maltraitées. Est-ce que des cellules, par exemple, de la DGSN peuvent intervenir dans ces cas-là? C'est dans un domicile, ils n'ont pas le droit de rentrer dans le domicile. Effectivement. C'est une violation de domicile. On ne peut pas rentrer dans un domicile sans autorisation préalable de monsieur le procureur. Non, mais attendez, une Pardon. personne en situation de détresse, quelle qu'elle soit, une personne en situation de détresse, là on parle des enfants. Et je vais rappeler quand même un volet qui est le plus important. Le Maroc a signé la Convention internationale du droit de l'enfant pour la 89, protection de l'enfance. On se dit qu'on a donc tout ce qu'il faut, tout l'arsenal juridique pour les protéger. En l'occurrence, nous n'avons rien, c'est ça que vous nous dites? Nous n'avons rien en pratique, à mon sens. Il n'y a pas d'assistante sociale. Il y a vraiment pas. Il faut vraiment qu'il y ait des auxiliaires de justice qui sont formés pour cette assistance et cette protection de l'enfance. Ça, c'est très urgent. Et je pense que le débat aujourd'hui, il doit être ouvert. Qu'est-ce que vous répond votre avocat? Il y a une issue ou pas? A priori, il n'y a pas d'issue. En l'occurrence, c'est pas, si vous le permettez, c'est pas juste la garde qui est en jeu, mais c'est de la protéger. santé de mes filles. Oui. Voilà, Oui. c'est la santé Oui. de ces Leur deux santé enfants. psychologique, leur santé Tout. physique. Par Elles sont exemple, abandonnées. vous nous Nélia a dites déjà 3 mois de retard. À 2 ans, elle a déjà 3 mois de retard de croissance, puisque sa mère considère que ce n'est pas sa fille, qu'elle aurait accouché d'un garçon et d'une fille et qu'on lui aurait échangé à la naissance. Encore une fois, elle a des problèmes mentaux. Je ne suis même pas en colère contre elle. Par contre, je suis en colère contre les autorités qui sont incapables de protéger des enfants. Donc c'est pour ça que moi, j'envisage, et c'est malheureux, mais d'aller voir une autre justice. Il y a des justices qui ont des compétences internationales. C'est le cas de l'Espagne, c'est le cas de la Belgique, c'est le cas de la France. vous Mais elles seront pensez pas en fait compétentes. faire Elles appel Ils sont ont pas une compétence compétentes. universelle. Ils ont une compétence universelle. Et au Elles pire, seront pas il y a la compétentes. commission de l'ONU des droits de l'enfant. Vous disiez que le Maroc est Mhm. signataire et en plus depuis un moment de cette convention. Les enfants ont le droit de présenter. Mais elles sont trop petites, vos Voilà. filles. Mais du coup, je vais utiliser Amoudawana. Je suis leur représentant légal. Donc moi, j'ai le droit, en leur nom, de m'exprimer, de saisir cette commission. Vous voulez C'est dire dommage. que là, vous allez sortir de la juridiction marocaine J'y parce pense. que vous estimez qu'elle ne vous protège pas et surtout qu'elle ne protège pas vos enfants. C'est ça. Vous vous dites qu'avec l'arsenal juridique marocain, vous n'obtiendrez rien. C'est C'est ça. déjà ça. Pour moi, ce sont des décisions à l'appel, à l'emporte-pièce. Mhm. D'ailleurs, pour preuve, j'ai un droit de visite, un droit de visite, une audience qui me donne un droit de visite, mais qui est inapplicable parce que ça a été un copier-coller de tout ce qui se faisait. Donc le juge a juste copié-collé en changeant le nom. Donc il n'est pas valable puisque les informations sont fausses. La Moudawana est trop manichéenne. C'est noir ou blanc. C'est la mère qui paye, qui s'occupe des enfants, c'est le père qui paye. C'est le père qui a le droit de faire des passeports, mais la mère n'a pas le droit de sortir du pays, etc. etc. C'est trop manichéen. Et on ne prend à aucun moment en considération l'intérêt de l'enfant. Aujourd'hui, vous êtes le tuteur légal de Je suis vos leur enfants. père, oui. Mais je n'ai aucun droit. Si, j'ai le droit de faire un passeport, effectivement, mais sauf que ça paraîtrait suspicieux si je fais un passeport, puisque comme je suis binational, on me dirait que je suis en train de préparer un kidnapping Un international. kidnapping et les sortir du territoire C'est ça. marocain. C'est ça. En sachant que ça aussi, c'est illégal. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez? Vous avez demandé un droit de visite. Oui. Et vous avez Il a Quel été suspendu, le référé a été suspendu pour... le tribunal des référés s'est déclaré incompétent parce que je suis un kidnappeur, selon l'avocate de la mère des enfants. D'accord. Aujourd'hui, sur la situation de vos enfants, c'est-à-dire qui vous informe? C'est la belle famille? J'ai des informations compte-gouttes. La belle famille, c'est-à-dire le grand-père de mes filles, leur oncle également. Et qui vous confirme que Oui. vos enfants Oui. sont en situation de détresse. C'est ça.
C'est eux qui me donnent les informations. Parfois, c'est leur avocate qui me donne des informations. Ils ne se rendent pas compte, mais ils me donnent des informations qui, pour moi, sont dramatiques. Qui vous inquiètent c'est ça, de ça jour en m'inquiète. jour encore plus. Quand on me dit que mes enfants sont enfermés dans une pièce, ça m'inquiète. Quand on me dit qu'on leur change de prénom toutes les semaines, ça m'inquiète. Quand on me dit que l'une est nourrie au sein, l'autre est nourrie au biberon et elle est posée par terre 24 heures sur 24, ça m'inquiète. Etc., etc. Après, quand je les ai vues cet été, elles avaient beaucoup de traumatismes, en dehors des trucs physiques, hein, comme une sorte de gale sur la tête, comme des vêtements de 1 an trop petits pour elles, dans lesquels elles étaient très serrées, comme impossible de leur donner la douche, une peur du bain, mais impossible. J'ai tout essayé, j'ai essayé les jouets, j'ai tout essayé. Impossible de leur donner une douche. Donc il s'est passé quelque chose. Voilà. Donc il y a une solution. C'est il y a laquelle ? une solution, mais c'est pas le genre de solution que je pratiquerai, c'est-à-dire de salir la partie adverse. Encore une fois, moi je suis pas en colère contre la mère de mes filles, elle est malade, je peux pas être en colère contre quelqu'un qui est incapable. Mais de prouver, et c'est ça, c'est très dur de prouver qu'elle est malade, parce que tout le monde dit... Est-ce qu'elle accepterait, elle, de voir un médecin ? Est-ce que vous en avez déjà parlé ? Elle refuse catégoriquement de voir un médecin. Non, et sa famille l'encourage, puisque pour sa famille, elle est juste un peu dépressive. Mais dans les procès, on a souvent ça. Le conjoint qui dit que la femme, l'ex-épouse est malade, ou bien la conjointe qui dit que l'ex-mari est malade. Donc, c'est tellement utilisé souvent. Si on rentre dans ce délire, c'est ça. C'est l'infini. Hein, et c'est le problème avec la loi, c'est qu'on est, et ça a été votre cas, j'imagine, Maître Lamrani, c'est qu'on est dans une logique guerrière, en fait. On n'est pas dans une logique de bien-être des enfants, de l'ancien couple, et de faire en sorte que ça avance. Non, on est dans une logique de coup pour coup, et même, j'ai envie de dire, de coup bas. Parce que moi, j'ai pas envie de lui faire un coup bas, de prouver que elle a parlé avec un garçon, donc c'est une femme de mauvaise vie, etc. etc. Mais pourtant, ce seraient les armes que je devrais utiliser, a priori, devant le tribunal. C'est ce qu'on vous conseille aujourd'hui de faire. Ouais. Et que vous ne souhaitez pas faire, bien évidemment, puisque la personne n'est pas dans... Elle est incapable, donc je ne vais pas aller salir une personne incapable. Mais même si elle était capable, je vais pas... Enfin, c'est pas une méthode valable. Enfin, je sais pas. C'est une maman. C'est une maman. Oui, ça reste une maman. Et puis le combat n'est pas spécialement, effectivement, comme vous le dites à très juste titre, de salir une personne. C'est hallucinant votre histoire. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous suivez cette émission en direct, que vous retrouverez sur les réseaux sociaux, puisque comme à l'habitude, cette émission est filmée. Si vous voulez réagir, si vous êtes un avocat ou autre, et si vous entendez ces deux histoires, vous pouvez nous joindre. On va le faire exceptionnellement au 05 22 67 41 42, 05 22 67 41 42. Est-ce qu'au sein de votre association Wilady, Khadija, vous avez des cas d'hommes également qui se battent à vos côtés pour obtenir cette garde partagée? Parce que votre combat aujourd'hui, c'est pas de dire moi je veux la garde exclusive, et l'un et l'autre d'ailleurs, c'est de dire on veut juste qu'il y ait l'équité et l'égalité, à savoir la garde partagée telle que ça se fait partout. Oui, effectivement, l'association Wilady a pour objectif de permettre à l'enfant de bénéficier de la présence de ses deux parents malgré leur divorce. Ça, c'est l'objet principal de l'association. Et c'est pour cela qu'on a beaucoup d'hommes, même plus d'hommes que de femmes avec nous dans notre association. Parce que justement, il est inadmissible aussi pour un homme qui divorce d'avoir un droit de visite uniquement le dimanche. Donc c'est justement pour revoir le droit de visite du papa, parce que c'est inadmissible. Et droit de visite qu'en journée, c'est-à-dire que l'enfant ne peut même pas... c'est 9h, 17h ou quelque chose comme ça. C'est ça. Il ne peut pas passer la nuit, selon la loi. Voilà. Lorsqu'il s'agit bien sûr d'un divorce qui n'est pas à l'amiable. Voilà. Lorsqu'il s'agit d'un divorce à l'amiable, nous prévoyons très souvent un week-end sur 2 où l'enfant passe la nuit. C'est une aberration, c'est vraiment, ça doit être complètement revu. On ne conçoit pas que l'enfant ne voit pas son père toute la semaine non plus. Son père est très important. Le papa a un rôle d'autorité, d'éducateur, de contrôle sur principalement la scolarité de l'enfant. Donc très souvent, le papa a besoin de voir son enfant plus
plus longtemps qu'un dimanche uniquement. Oui. Donc, d'où la raison pour laquelle nous prônons cette parité totale. Hein. On n'enlève absolument rien Alors, à je l'homme. vais vous demander de mettre vos casques. Je vais vous le rappeler, ce numéro de téléphone du standard 05 22 67 41 42. Nous avons en ligne, je crois, Nadia. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour Je vais vous demander juste d'éteindre le poste qui est avec vous parce qu'on a un retour un petit peu fort. Alors, dans ce fait, entrer l'invité, on prend rarement des appels, mais je sais que vous avez été très nombreux à nous joindre la semaine dernière. Donc, on va l'ouvrir exceptionnellement. On vous écoute, Nadia. C'est ça qui m'étonne, mais c'est très bien. Parce que là, franchement, je suis outrée. Franchement, c'est horrible. Horrible de faire subir ça à des enfants. Alors, moi, excusez-moi, je parle en français parce que il n'y a pas longtemps que je suis arrivée au Maroc et je peux vous dire ce qui se passe en France en ce moment, c'est terrible aussi parce que on enlève. Je viens d'arriver chez moi, c'est pour ça que moi je suis écoutée. Je vous en prie. Donc, c'est horrible aussi parce que là, c'est tout le contraire. On enlève les enfants aux familles qui sont maltraitées et qui parfois ne sont même pas maltraitées. Qui sont juste... C'est à l'inverse, quoi. Il y a l'excès à l'envers, en fait. Voilà, c'est vraiment l'excès, mais vraiment abusif. Vraiment abusif. Des gens qui n'apprécient pas leurs voisins, qui vont alerter les services sociaux et qui vont les enlever. Il y a l'attente d'un jugement. Alors, je vous dis pas, c'est très long. Là, il y a une maman qui est en grève de la faim. Mais il y en a beaucoup. Hein. Il suffit d'aller sur Facebook et de voir tout ce qui s'y passe. Hein. Les gens se battent, ils se manifestent. Mais là, ce que j'entends ici au Maroc, malgré que le Maroc a signé pour le droit de l'enfant, alors ça me fait rire. Hein. Franchement, c'est incroyable ce qui arrive à ces enfants, alors que c'est comme si en fait on montrait le beau visage du Maroc à l'extérieur, mais à l'intérieur c'est tout autre. Hein. C'est vraiment effroyable. Franchement, je suis écœurée de savoir qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont délaissés dans la rue. Il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas scolarisés. J'ai écouté l'émission de ce matin. Et là, là aussi, la loi ne fait rien. On n'oblige pas les enfants à être scolarisés. Voilà. Alors qu'en France, on est obligé de scolariser les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Au Maroc aussi. On est obligé de scolariser. Là, en fait, si vous voulez, Nadia, l'importance en fait de cette émission, c'est justement sur la santé des enfants, le droit des enfants, la protection des enfants, et notamment dans le cas de notre invité Cédric, maltraitance des enfants et où le père légal, lui, ne peut rien faire, ne peut même pas les voir. Ça rejoint le tout, excusez-moi madame. Exactement. Ça rejoint le tout. Tout à fait. Ça rejoint le tout. Le fait que l'enfant n'aille pas à l'école, c'est de la maltraitance, pardon. Le fait que les parents qu'ils ont mis, une femme qui a mis au monde ces enfants, qui les a portés, qui les a aimés et qu'on lui interdit de voir ses enfants, ou même de les voir partiellement, mais alors pas du tout. Le père également. Mais je veux dire, on est deux pour faire un enfant. Il faut qu'il y ait une loi, mais franche, pour donner des droits à ses parents. Et pas seulement dire au monde que le Maroc a évolué, alors qu'à l'intérieur, il n'y a rien du tout. Merci beaucoup, Nadia, d'avoir appelé. Je vais vous rappeler ce numéro du standard, le 05 22 67 41 42. Nous parlons aujourd'hui de la protection de l'enfant, le droit de l'enfant dans des familles divorcées. Nadia s'insurge à juste titre. C'est vrai qu'ailleurs, quelquefois, ça peut aller complètement à l'inverse. Nous souhaitons mettre en place le code de l'enfant, comme cela existe dans plusieurs pays africains. Donc, probablement, ça sera un code qui va ratifier un petit peu, qui va prévoir les conventions internationales dans la loi interne. Et donc, ça sera beaucoup plus accessible pour le juge marocain d'appliquer cette protection de l'enfance de façon beaucoup plus vous êtes claire. confiante parce qu'aujourd'hui, à travers votre association, ce que vous demandez, c'est l'abrogation claire, nette et précise. C'est d'aller même plus loin, abroger les textes qui ne prévoient pas la parité, mais aller même plus loin, prévoir un code de l'enfant qui est même dissocié de la Moudawana,
parce que ça a été fait dans plusieurs pays africains et ça a très bien marché. Le juge marocain, effectivement, applique les conventions internationales, mais ça lui paraît un peu loin et un peu éphémère. Donc je pense que la mise en place d'un code de l'enfant urge et l'écoute de l'enfant avec une cellule, en fait, des auxiliaires de justice qui seraient mis en place pour l'écoute de l'enfant urge également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas construire une société. En fait, la société de demain, c'est les enfants d'aujourd'hui. Donc, c'est nos enfants qui forment la société de demain. Bien sûr. C'est le principe. Donc, aujourd'hui, il faut en débattre, il faut trouver les solutions et c'est le moment. Bien sûr. Oui, d'accord. Alors, mais ce débat national que vous réclamez, il y a bon espoir de l'avoir un jour. Oui. Vous avez organisé d'ailleurs de nombreuses rencontres avec votre association. Il y a une ouverture possible ou pour le moment, c'est les nuages bien sombres ? Écoutez, 17 années après l'arrivée de la Moudawana, qui a été une révolution, la Moudawana en 2004, c'était une révolution parce qu'avant la Moudawana, la femme marocaine ne pouvait pas divorcer. Donc grâce à la Moudawana, aujourd'hui on peut divorcer, c'est déjà énorme. Je pense que 17 années après, la Moudawana est devenue un peu caduque, parce qu'elle ne traite pas de tous ces sujets d'incidence, encore une fois, législative et judiciaire du divorce sur l'enfant. Donc, la Moudawana doit être revue, et en toute urgence. Aujourd'hui, il y a lieu de revoir la Moudawana, déjà au vu de la Constitution, qui est arrivée en 2011, qui, encore une fois, a consacré cette parité dans les articles 19 et dans l'article 32, où elle consacre le rôle de l'État dans la protection de l'enfance. Donc aujourd'hui, la Moudawana doit être revue. Un code de l'enfant, moi je le dis et je le crie haut et fort, doit voir le jour. On ne peut pas construire un avenir pour nos enfants sans les protéger, c'est impossible. Bien sûr, je suis d'accord avec vous, il faut réformer la Moudawana. Ça a été quand cette nouvelle Moudawana est arrivée, ça a été une grande avancée. On a fait beaucoup, d'ailleurs même dans les commissariats. Aujourd'hui, si vous allez dans les commissariats, vous allez voir des bureaux, cellules contre les violences faites aux femmes. Exactement. Mais concernant les enfants, on n'a pas ça. Il n'y a rien. On n'a aucun service chez qui se retourner pour faire protéger des enfants ou pour déclarer. Et d'ailleurs, la loi prévoit, si je fais une mauvaise déclaration, si ce que je viens de dire est une diffamation, je serai puni. La loi le prévoit déjà. Entendu. Donc, sans aller vers les extrêmes dont parlait votre auditrice tout à l'heure, où effectivement, en France, un voisin mal intentionné ou une maîtresse peut vous prendre vos enfants du jour au lendemain, effectivement. Mais en tout cas, la protection de l'enfance est là. La voix de l'enfant en justice est valable et effectivement, il y a des expertises et des visites à domicile qui sont faites. Alors, un auditeur qui a réagi suite à la mission de la semaine dernière nous a rappelé une chose importante. C'est que nous sommes dans une année, cette année 2021, l'année de toutes les élections, et sauf, les partis politiques aussi ont un rôle de premier plan, primordial. Est-ce que vous avez approché des partis politiques sur cette problématique, sur ce combat de vouloir changer la loi ? Je pense personnellement que pour approcher un parti politique, il faut attendre que les élections passent. Parce que justement, c'est un petit peu avant pour savoir si... C'est pas le bon moment. On ne sait pas qui aura la primature. En tout cas, faut les inviter à s'emparer du débat. Oui, justement. Et effectivement, votre travail, le fait même d'organiser des colloques, d'en parler, de se réunir, etc., fait avancer le débat et va peut-être les interpeller. On va prendre un appel, si vous le voulez bien. Iman qui est avec nous en ligne. Bonjour Iman. Bonjour. Vous suivez l'émission, vous avez voulu réagir ? Oui, effectivement. En fait, je vous appelle par rapport au cas de Sidek et mon message est simplement de le soutenir et lui dire tout simplement Allah yahdi li fiha al-khair. J'espère que vous allez retrouver vos petites le plus tôt possible. On vous soutient. Et on espère que ce cauchemar va prendre fin le plus tôt possible. Donc, voilà. Merci beaucoup. Iman, à votre avis, comment on peut le soutenir ? Écoutez, si on peut lancer un hashtag sur les réseaux sociaux pour faire connaître sa cause, pour
lui donner davantage d'espace sur les réseaux sociaux et peut-être beaucoup plus de rencontres de rencontres médiatiques pour médiatiser davantage sa cause. Comme ça, les Marocains prendront connaissance de ce qui se passe et peut-être qu'un avocat qui est compétent dans la matière prendra en charge cette affaire pour en finir avec ce cauchemar une fois pour toutes. Merci beaucoup, Imen, de votre témoignage. C'est-à-dire, est-ce que on voit que les réseaux sociaux, parviennent à mobiliser l'opinion publique? Est-ce que c'est une sortie de secours pour vous? Oui, c'est ça. Il y a quelques années, quand les réseaux sociaux n'existaient pas, les pères qui ne voyaient plus leurs enfants montaient sur des grues avec des banderoles. Donc voilà, c'est juste, c'est le cri du désespoir. Il n'y a pas d'autre moyen. Moi, j'ai pas envie d'étaler ma vie. Par exemple, moi, sur mes réseaux sociaux, par exemple, ça fait, je ne mets jamais de photos de moi-même ou de choses sur ma vie personnelle. C'est très, très rare. Très, 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 très rare. Donc, je suis pas du genre à étaler ma vie privée, ma vie personnelle en public. Là, si je le fais, c'est que c'est un cri du désespoir. Vous n'en pouvez plus. Exactement. Vous êtes prêt à aller jusqu'où pour vos filles? C'est une bonne question. La question, si c'est est-ce que je vais aller jusque l'illégalité, non. Non, en tout cas, je ne le dirai pas à la radio, mais je suis prêt à tout, et effectivement, que ce soit des actions personnelles. Là, pour l'instant, je continue sur la justice, et d'ailleurs, vous y croyez encore? J'y crois encore. Je me dis que peut-être que le tribunal de la famille va se rendre compte que maintenant, s'il faut, je vous le disais, j'irai devant une juridiction internationale ou un pays qui a une compétence universelle sur la justice. Ça veut dire qu'il ne faut pas commencer la procédure de demande de garde. D'ailleurs, la procédure de demande de garde, je ne l'ai pas encore commencée. Je n'ai pas le droit de la commencer encore. Vous n'en avez pas le droit? Non, il faut faire les choses par étapes. D'abord, vous avez le droit à 4 heures, de 10 heures à 14 heures le dimanche de visite. Après, c'est élargi. Et en fait, on va chercher la faute de l'autre. C'est encore une fois, c'est ça la Moudawana, c'est aller chercher la faute de l'autre. Madame s'est remariée, c'est une faute. Monsieur n'est pas venu voir ses enfants 3 fois de suite, c'est une faute. Vous n'avez pas payé une pension alimentaire, c'est une faute. Donc on est obligé de jongler avec des épées de Damoclès. Moi par exemple, là je suis pas condamné à payer une pension alimentaire, pourtant je paye volontairement une pension alimentaire pour éviter la faute. Parce qu'à un moment donné, on va pouvoir me le reprocher. Donc chaque mois, je fais un Western Union. Je ne sais pas à quoi sert cet argent, mais en tout cas, moi je l'envoie. On a un autre appel avec nous. Abdou, bonjour. Oui, bonjour Fathia. Voilà, je voulais juste intervenir pour dire que je trouve totalement inadmissible ce que je viens d'entendre de la part de la dame et du monsieur qui sont vous invités aujourd'hui. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas intervenir quand des enfants sont en danger. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas des possibilités d'évoquer des situations d'urgence, parce que là c'est le cas. Je ne vois pas de solution, mais je pense que le problème devait être posé, comme l'a dit une auditrice il y a peu de temps, sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment faire... Oui, vous pensez vous aussi que les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle important? Ah oui, c'est important. Je crois qu'il faut médiatiser à fond, ce que vous faites très bien dans le cadre de cette émission, de manière à ce que ce genre de situation ne se reproduise plus. C'est aberrant. C'est aberrant. 2 gamines d'un peu plus de 2 ans dans des conditions de vie comme ça, 2 enfants que leur maman ne peut plus voir ou voir 7 heures par semaine le dimanche, c'est pas une vie pour des enfants. Je crois que là, c'est le droit de l'enfant qui intervient. Tout à fait. On n'est plus dans un cas de litige entre couples, on est dans la protection de d'enfants. C'est tout important. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abdou. Je vous en prie. Est-ce que l'un et l'autre, vous avez envie est-ce que alors vous, Khadija, pour vous avoir suivi, je sais que vous avez une mobilisation très importante, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit via l'association. Vous, aux médias, est-ce que vous en avez déjà parlé avant aujourd'hui? Non, c'est la première fois que j'en parle dans les médias. Non.
Et l'appel qu'on vous lance là, que ça fait 2 personnes de suite qui vous disent mobilisez-vous sur les réseaux sociaux, faites bouger les choses. C'est ce que j'essaie de Et faire. auprès des médias également. J'essaie aussi de contacter les médias. Je suis un ancien journaliste. Aujourd'hui, je suis enseignant, donc je garde encore quelques contacts. Et encore, il y a quelques anciens collègues qui regardent ce que je fais. Et effectivement, j'essaie de mobiliser, d'en parler au maximum. Le but n'est pas de faire une guerre au féminisme ou de faire les hommes contre les femmes. Non, mais j'ai l'impression en fait que vous êtes dans la même démarche que Khadija. C'est celle plus de parité, plus de parité, de mobilisation et d'ouvrir le débat national sur les droits de l'enfance. Un débat national sur la protection de l'enfance. Exactement. C'est très urgent. Est-ce que ça vous donne envie de rejoindre son association d'ailleurs ? Pourquoi pas, on peut en parler. Vous êtes le bienvenu. Mais même, c'est plus large. Par exemple, je sais que vous avez déjà parlé de l'héritage une fois, même si on s'éloigne un petit peu du sujet. Je trouve pas normal. Nous n'en sommes pas loin, finalement. Oui. Ça se rapproche. C'est pas normal de mettre une mère avec ses enfants à la rue pour revendre l'appartement une fois que le père est décédé. Il devrait y avoir le conjoint survivant qui devrait au moins bénéficier de l'usufruit, c'est-à-dire la jouissance du bien jusqu'à sa mort, au moins, à minima, même si c'est pas sa propriété. Donc voilà, tout ça, c'est problématiques. Tout ça, c'est lié. On ne pourra pas résoudre tout aujourd'hui. D'ailleurs, on a largement débordé. Puis vous avez un cours. Il va falloir aller vous occuper cette fois-ci de vos étudiants. Je vous donne le mot de la fin en quelques minutes parce qu'on ne va pas résoudre. Je rappelle quand même l'élément essentiel dont vous nous avez fait part aujourd'hui. La demande d'un débat national, d'une véritable mobilisation. Vous ne vous battez pas et entrez en guerre contre l'ex-conjoint, mais vous demandez la garde partagée et que la loi puisse vous accompagner, puisqu'aujourd'hui, vous pouvez frapper à toutes les portes. La loi ne vous permet pas d'avoir vos droits de parents. Oui, et puis qu'il y ait des unités de la protection de l'enfance réelles qui soient créées. D'ailleurs, j'en profite pour remercier au passage l'association Solidarité Féminine de Aïcha Chenna, sa présidente Hafid Albaz, et leurs assistantes sociales qui ont été à mes côtés, qui m'ont permis de tenir le coup, de faire les choses et de me battre, de vacciner mes filles. Je tiens à les remercier. Mais aujourd'hui, voilà, c'est des supports moraux, ce sont les associations qui font ça. Ça devrait être à l'État de le faire. C'est les ONG aujourd'hui qui prennent le relais. La société civile. Effectivement, s'orienter vers un parti politique alors que la cause concerne tous les partis politiques, logiquement. Parce que je pense qu'on ne peut pas enlever la garde à une maman. On ne peut pas fermer les yeux sur la protection de l'enfance en 2021. Aujourd'hui, vraiment, c'est une grande question de discuter. C'est beaucoup plus urgent que l'héritage. L'héritage, ça viendra plus tard. Mais là, il s'agit quand même de dire stop aux inégalités face aux droits parentaux. Parce que franchement, c'est aberrant, c'est inadmissible et c'est tellement de détresse pour les parents et pour les enfants. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait un changement, c'est urgent. Merci à vous deux. Il est 13h42. Merci à vous d'avoir réagi à l'antenne et je sais que vous serez nombreux. Cette émission, vous la trouverez dès cet après-midi sur l'ensemble des réseaux sociaux puisqu'elle est filmée sur l'ensemble des réseaux sociaux de Radio 2M, YouTube, Facebook, Twitter, enfin partout. Merci infiniment, Cédric. Merci Khadija. Merci à vous. Bon combat. Ne baissez surtout pas les bras. Et on essaiera de poursuivre, que ce soit avec des ONG ou avec peut-être poser la question à des partis politiques, savoir si dans leur programme cette question en fait est mise à l'honneur. Une dernière question, est-ce qu'aujourd'hui nous avons des chiffres de femmes qui se retrouvent dans cette situation ou d'hommes ? On a uniquement les chiffres, les statistiques du nombre de divorces. Oui, 100 000 divorces par an. C'est la seule chose qu'on a trouvée. 100 000 divorces par an. Donc 100 000 cas peut-être de personnes potentielles dans cette situation. Ce qui est normal. Parce qu'il faut bien refaire sa vie à un moment donné. Merci à vous. On se donne rendez-vous lundi prochain. Merci encore. Vivre avec vous.